Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Un programme soutenu par Gamned et Smile Wanted avec pour partenaires médias AdTech News et Redcard. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, la diversité dans l'écosystème publicitaire. On en parle ? Parler de diversité dans le microcosme de l'industrie publicitaire est un tabou. Il nous a semblé important de lever le voile, d'autres diront soulever le tapis, pour évoquer une certaine réalité vécue par ceux qualifiés maladroitement de minorités visibles qui apportent leur pierre à l'édifice du développement et du rayonnement du marché publicitaire. Nous évoquerons la manière de faire sa place malgré les préjugés conscients et inconscients. Nous constaterons les écarts entre les discours et les actes de la part des entreprises publicitaires, de leurs dirigeants, des managers et des collaborateurs quant à la diversité. Nous soulignerons la vitalité qu'apporte la diversité aux entreprises qui la pratiquent en termes d'attractivité commerciale et donc d'augmentation de chiffre d'affaires. Pour en discuter, Sandra Martigue de Webedia, Isabelle Rouen de Colibri Talent, Olivier Henry de la First Agency, Sonia Zmii de Gamned. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Je vous remercie d'être là pour parler d'un sujet que beaucoup qualifient de tabou au sein du marché publicitaire, à savoir la diversité dans l'écosystème publicitaire. Et pour commencer, ma première question sera pour toi Sonia. A-t-il été difficile de faire ta place dans le monde de la publicité en tant que minorité visible, qui est un terme que je trouve pour ma part maladroit? Et ensuite, je te proposerai, Sandra, et ensuite Olivier, de répondre à cette même question. Et ensuite, Isabelle, de nous donner ton avis sur cet aspect de la diversité. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. C'est un sujet qui est hyper intéressant et je pense que c'est utile d'en parler. Est-ce que ça a été difficile pour moi? Pas particulièrement. Après, est-ce que c'est une chose facile? Non, je pense pas. Sinon, on ne serait pas autour de cette table aujourd'hui pour en discuter. Je vais parler de ce que je connais, donc de moi et de mon expérience. Je pense que dans la vie, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu 3 grandes chances. Ma première chance dans la vie, ça a été d'avoir des parents hyper présents, hyper encourageants et qui m'ont toujours poussée à croire en moi et à dépasser les limites que la société peut, de manière consciente ou inconsciente, me fixer. Ma deuxième chance, ça a été d'avoir un caractère un peu dans la dualité du mi-tenace, mi-rêveur, qui fait que en fait, je me suis jamais dit bah non, ne va pas frapper à cette porte, ne prends pas ce chemin-là parce qu'il est moins accessible, parce qu'il est moins accueillant et du coup, je ne me suis pas limitée. Et ma troisième opportunité, je pense que ça a vraiment été une chose assez structurante dans mon évolution, c'est que je suis entrée à Sciences Po par un dispositif d'égalité des chances. Et c'est typiquement le genre d'initiative qui valorise la différence, qui valorise la diversité et qui permet à des profils qui ne sont pas moins capables, mais qui sont juste moins conscients, moins informés, des chemins qui sont ouverts à tous en fin de compte. Merci Sonia. Sandra? Moi, je dirais aussi, on se ressemble beaucoup en fait sur le parcours. Moi, ça n'a pas été particulièrement difficile parce que je pense qu'on a un point commun, c'est le fait d'y croire. En fait, moi, je suis une minorité visible. J'ai été élevée dans une cité, d'une famille monoparentale. Donc, tout plein de clichés qu'on pourrait accumuler. Mais moi, au lieu d'en faire un handicap, j'en ai fait une force. Et je me suis créé mon monde. Je me suis dit, voilà, t'as envie de ça, ben, tu y vas. Donc j'ai aussi, je pense, j'ai une chance, c'est d'être une femme qui parfois est un handicap. Mais je crois que quand on est une minorité visible, la femme fait un peu moins peur que l'homme. Donc voilà, moi, c'est un peu ce que je voulais dire, c'est croire et foncer. Et beaucoup de chance avec des belles rencontres. Moi, mon parcours est fait de belles rencontres. Donc j'ai été soutenue et par un entourage bienveillant, mais aussi par des patrons qui m'ont porté. Et je pense qu'ils m'ont porté, pas parce que j'étais noire, mais juste parce qu'ils ont vu le talent et peut-être l'originalité de mon caractère, en fait, qui a fait qu'ils m'ont suivi dans mes ambitions et dans mon parcours. Tu as parlé de la chance d'être une femme. Parole à un homme, pour justement qu'il nous parle de... J'espère que tu ne fais pas trop peur. Non, j'espère aussi. Non, quant à moi, honnêtement, non. Je n'ai jamais subi quoi que ce soit, et surtout au début de ma carrière. Parce que, alors déjà, il faut que j'explique un petit peu, je suis créatif. Donc nous, les créatifs, on est engagés sur des dossiers
par exemple, j'ai jamais fait un CV de ma vie. Hein. Si, une fois peut-être pour pointer à Pôle emploi. Mais sinon, on est engagé sur les dossiers. Donc on présente des dossiers sur des campagnes fictives au début, parce qu'on est étudiant. Et puis c'est en fonction du dossier qu'on est recruté. Donc que tu sois jaune, rouge, noir, vert, peu importe. S'il y a du talent sur le dossier, on t'engage. Donc ça, moi, je n'ai jamais subi ça. Je ne crois pas qu'un de mes camarades de la minorité visible ait subi ça non plus. Je ne crois pas. En revanche, c'est pour l'après. On en parlera tout à l'heure, mais l'après est déjà un peu plus compliqué, on va dire. Mais pour rentrer dans le monde de la pub, à aucun moment. Merci Olivier. Isabelle, quelle est ton observation sur justement la difficulté pour les minorités visibles? Encore une fois, je trouve que ce terme est maladroit, mais pour les minorités visibles, de faire leur place dans le monde de la publicité ou dans le monde de l'entreprise. Puisque je le rappelle, tu es fondatrice d'une entité qui recrute et qui chasseuse de tête, on peut le dire comme ça. Tout à fait. Je dirige un cabinet de recrutement et donc pour moi, me préoccuper de diversité, déjà c'est le respect de la loi. On se doit d'embaucher sans discriminer. C'est le respect de la loi. Donc je le fais moi bien sûr et je veille à ce que ce soit fait pour mes clients. Après, il y a 5 grands types de diversité. Il y a celle qui est liée au genre, à l'origine sociale et culturelle, la diversité dans les générations, la diversité qui est liée au handicap et celle qui est liée à l'orientation sexuelle. Avec ça, je crois qu'on a à peu près tout couvert. Et fondamentalement, moi, je ne remarque pas beaucoup de difficultés. Ce que je remarque surtout, c'est parfois l'incompréhension sur la taille des enjeux. Je donne un exemple très concret. Moi, je suis investie dans des conseils d'administration. Il y a une loi en France pour la loi Copé-Zimmermann depuis 2011 qui favorise l'accès au conseil d'administration pour les femmes avec un quota de 40%. Et de temps en temps, on m'a dit, c'est bien, tu es une femme, tu as plus de chances d'être élue. Je ne me présente pas à un conseil d'administration en tant que femme, je me présente en tant que personne, avec un programme, une valeur ajoutée, un track record. Donc en fait, j'ai l'impression que dans la société, ce qu'on voit surtout, c'est une méconnaissance des enjeux et de l'impact stratégique et éthique du sujet. Alors justement, tu parles de législation. Si on devait parler de mesures à prendre pour faciliter la diversité dans le monde de la publicité, quelles seraient ces mesures à prendre, d'après vous, Sandra? Je vais empiéter un petit peu sur le territoire d'Olivier, mais je pense que déjà, il y a un problème de représentativité, c'est-à-dire que si on avait des publicités qui montraient peut-être un peu plus de diversité, ça donnerait peut-être envie aux jeunes de s'y investir, parce que de se dire, moi, je vais contribuer en fait à développer ce type de création. Donc, je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. Je pense qu'il y a aussi une histoire qui est importante, c'est un élément qu'on ne prend pas souvent en compte, mais c'est le mindset. C'est-à-dire que les minorités visibles, elles partent avec un héritage collectif de je ne peux pas y arriver. Historique aussi. Historique, ouais, collectif et historique, qui je ne peux pas y arriver ou je ne peux pas avoir certaines ambitions. Elles ne se permettent pas en fait d'avoir les ambitions parce que ça c'est un peu quelque chose d'inconscient qu'on porte. Mais du coup, il y a un travail, je pense, à faire un peu une forme de coaching ou d'aider à lever ses freins. Et puis, l'autre point, je dirais, c'est l'éducation. Je pense que dans les zones d'éducation prioritaire, dans les universités aussi, on est un peu moins sensibilisé, on va dire, que dans les écoles de commerce. Je pense qu'il y a un boulot à faire qui vient des gens qui enseignent, mais aussi de notre part, nous, les minorités visibles, je pense qu'on doit aller leur montrer que c'est possible en fait. Nous, on est des preuves vivantes de c'est possible d'aller là où on a envie d'aller. Olivier? Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que très souvent, on me pose la question, mais tiens, pourquoi il n'y a pas assez de noirs dans les agences de pub? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de noirs. Je suis peut-être le seul noir patron d'agence. Allez, peut-être on est 2 en France. Waouh, 2 en France. Flippant. Mais c'est vrai que quelque part, même si je veux recruter quelqu'un de la minorité visible, moi j'ai un autre mot pour minorité visible, c'est majorité invisible. Parce qu'en fait, on est plus nombreux dans le monde, mais sauf qu'on ne nous voit pas. Donc je pense que majorité invisible, c'est mieux que minorité visible. Tu es une minorité pour dire ça. Peut-être, peut-être, mais je sens que je vais devenir une majorité dans pas longtemps. Non, pour revenir sur la question, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Il n'y a tout simplement pas de jeunes noirs, de jeunes arabes, de jeunes asiatiques qui viennent présenter un dossier dans les agences de pub pour dire « Tiens, voilà, j'aimerais faire de la pub ». Donc, il faut faire l'appel d'air. Donc, l'appel d'air, ça passe par des gens comme nous qui doivent peut-être penser à autre chose et se dire « Tiens, il faut que je montre l'exemple ». Et puis après, il y a des choses plus concrètes dans la pub. Je prends un exemple tout bête. Vous prenez 90% des publicités que vous voyez à la télé, au digital, etc. Mais le script, l'histoire, marche avec 2 noirs, 2 arabes, 2 asiatiques,
des couples mixtes, des couples gays, ça marche, c'est la même histoire. Donc pourquoi il y a ce blocage? Et là, je suis d'accord avec toi, il y a peut-être des choses qui partent aussi de peut-être un peu plus loin, d'une éducation, de se dire oui, c'est possible. C'est possible que dans une publicité Renault, le conducteur soit un noir marié à une jeune arabe. Aucun problème là-dessus. Mais il faut le faire. Et pour le faire, il faut y penser. Et pour y penser, il faut l'avoir à côté de soi. Je pense que tout se tient. Merci Olivier. Sonia, ton avis sur les mesures qu'il faudrait prendre pour faciliter la diversité? Ouais. Moi, je rejoins absolument les 2 points qui ont été cités plus tôt. Il y a un problème dans l'éducation et il y a un problème aussi dans les mentalités. Et c'est aussi à nous de nous saisir à chaque fois de notre destin et de se considérer comme responsable aussi bien de ses réussites que de ses échecs. Après, si on parle de mesures et du coup un peu de politique, je pense qu'en France, il y a un sujet qu'on a un peu de mal à aborder, c'est le sujet de la discrimination positive justement et le problème aussi de l'interdiction des statistiques ethniques. Et ça, du coup, en fait, c'est un enjeu qui rend les mesures difficiles parce qu'il y a tellement un tabou autour de ces sujets-là, parce qu'on s'attaque au mythe de la République, à la Constitution, au principe d'égalité. Et d'indivisibilité du peuple. Exactement. Et du coup, ça rend en fait les mesures difficiles à prendre, dans l'application en tout cas, parce que ça fait écho à des idées de quotas et que du coup, on ne se base plus forcément sur les compétences des individus, mais plutôt sur leur statut, sur effectivement les 5 types de discrimination qu'on peut connaître. Et ça, c'est un peu dommage. Mais je pense qu'il y a vraiment des mesures à prendre et qu'il faut qu'on revoie nos méthodes de recrutement et la manière dont on érige des personnes comme nous, comme modèle de réussite, en fait, et montrer que c'est juste possible. Donc, arrêter l'interdiction des statistiques ethniques, ce serait une solution? Ça peut en être une. Hein. Après, il y a toujours au moins pour avoir un état des lieux. En fait, ça servirait juste d'outil pour mesurer en fait, ces discriminations-là et pour ensuite être capable de prendre des mesures concrètes. Merci Sonia. Alors, les mesures, puisque tu terminais tout à l'heure sur la législation, toi, quelles seraient les mesures à prendre selon toi pour faciliter dans le monde de la publicité la diversité? Moi, je pense que la première mesure à prendre, c'est lutter contre les biais inconscients. J'ai travaillé un certain temps chez Facebook, qui est une entreprise américaine qui est hyper attachée à ça. Et quand on est recruté chez Facebook, on est formé en fait à prendre conscience de ces biais inconscients. Et on n'a pas le droit de faire passer le moindre entretien d'embauche tant qu'on n'a pas reçu cette formation. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, on se rend compte qu'on a tous des filtres, qu'on a tous des biais, même quand on pense être hyper ouvert d'esprit et hyper sensibilisé sur le sujet. Et en fait, après avoir fait ça, du coup, on est beaucoup plus ouvert dans les recrutements qu'on fait pour pas simplement recruter et promouvoir des gens qui nous ressemblent. Et après, il y a d'autres solutions qui existent. Hein. Moi, le premier geste que j'ai fait quand j'ai créé ma boîte, avant même d'aller l'immatriculer au tribunal de commerce, ça a été d'adhérer à la charte de la diversité. C'est une charte, il y a aujourd'hui 3800 signataires en France. Et en fait, pour pouvoir y adhérer, ça vous oblige à faire un plan sur la diversité, à fixer des KPI et du coup à piloter ça régulièrement. Donc c'est une prise de conscience qui est importante. Et je rebondis sur ce que tu disais, tu parlais de compétences égales et je pense que c'est vraiment ça le sujet. Il y a une autre assoce qui fédère des cabinets de recrutement qui s'appelle À compétences égales et quand on y adhère, on s'engage en fait à compétences égales à bien promouvoir la diversité dans les profils qu'on peut sourcer. Donc tout ça, c'est une démarche d'éducation et de prise de conscience. Alors je vais revenir sur un thème que tu as évoqué, à savoir les biais inconscients. Moi, je les appelle les préjugés inconscients. Alors je vais en faire une petite liste pour nos auditeurs et ceux qui nous regardent, parce que c'est un sujet très important pour, j'allais dire, les minorités visibles ou les majorités invisibles que nous sommes. Dans le sens où ce sont des petites phrases ou des mots qui ont une résonance qui font souffrir très souvent ou psychologiquement difficiles à admettre, alors même que l'interlocuteur ou celui qui les énonce pense que c'est parfois, pas toujours, mais parfois plutôt quelque chose de positif. Par exemple, c'est dingue ce que tu t'exprimes bien. Qu'est-ce que tu as de beaux cheveux, et parfois des choses qui sont un peu moins bienveillantes, du type qu'est-ce que tu es arrogant. C'est le même type de remarque qu'on trouve chez les femmes, d'ailleurs, qui souhaitent accéder à des postes de gouvernance. C'est l'arrogance, le fait d'être désagréable ou de se la raconter, on va dire les choses telles qu'elles sont, ou des remarques du type d'où viens-tu vraiment ? Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on appelle effectivement ces fameux préjugés inconscients ou les biais inconscients que vous essayez que Facebook, en tout cas, soigne chez certains de ses collaborateurs managers, a priori. Donc, est-ce que vous, dans votre expérience personnelle, vous avez été victime de ce type de préjugés? Comment ça s'est manifesté, Sonia?
Je pense qu'on a tous été un jour ou l'autre victimes de ce genre de clichés, ces petites choses qui sont limite entrées dans notre quotidien, le prénom écorché, le commentaire sur le caractère, sur le physique, la blague un peu borderline qu'on ne sait pas trop comment prendre et cette fameuse question du non mais en fait tu viens d'où, tu vois, tes parents, on ne sait pas trop comment répondre, je viens de Paris, je viens de France, je viens de Moselle, je sais pas, tu veux savoir quoi, j'habite où, j'habite à Saint-Ouen, ok, c'est un peu compliqué d'y répondre. Moi, ce que je trouve vraiment blessant et ce qui est vraiment beaucoup plus profond dans les mentalités, et du coup beaucoup plus grave, beaucoup plus heurtant, c'est en fait quand on lit vraiment la surprise dans le regard des gens, quand on donne son intitulé de poste et qu'on dit bah oui moi je suis un tel et je travaille là et je fais ça, ou qu'on parle de ses expériences, ou tout simplement qu'on va prendre la parole de manière un peu surprenante et qu'on va voir dans les regards ah oui en fait la petite elle sait parler et puis elle dit pas des choses complètement stupides, c'est dingue, et ça c'est complètement fou quoi. Olivier, merci Sonia. Malheureusement, oui, comme nous tous, je pense, évidemment, c'est un vécu collectif, c'est regrettable. Bon, il faudrait peut-être plus parler de la société française plus que la publicité, mais bon, tout est lié. Moi, j'ai peut-être un exemple concret qui m'est arrivé il y a quelques années déjà de cela. C'était, j'en ai plusieurs, en fait, qui me montent en tête, là. Donc je vais en choisir un précisément. En fait, c'était il y a quelques années, on faisait un casting pour ING Direct. Je balance. Je balance d'autant plus que ça n'a pas été fait pour blesser. Ça a été vraiment fait dans une vraie réflexion. Parce que c'était l'inverse. Ils voulaient justement avoir des publicités qui représentaient les Français tels qu'ils sont. Donc c'était super. Je me dis, ouais, vachement bien. Et donc sur le casting, on fait aussi en fonction des talents qu'on rencontre. On n'est pas là en train de te dire, bon, bah tiens, il me manque un noir ou il me manque une arabe. Non, on va prendre des talents. Est-ce que tu es capable de parler à la caméra? Est-ce que tu es capable d'exprimer des sentiments, etc., etc. Et puis finalement, on colle la feuille de casting. Là, je vois le client qui commence à compter. Il fait, c'est bon, on est 12%. Et je lui dis, mais de quoi tu parles en fait? 12% de pas blanc. Je ne suis pas rentré dedans parce que c'était au contraire un bon objectif. Il voulait que ING ressemble aux Français. Donc c'était super. Mais si on prend le recul 2 secondes, on se dit « Waouh !» En fait, on en est à compter, à nous compter. Donc quand on parle effectivement de quotas, etc., moi je ne suis pas tellement pour les quotas, mais je pense que ça éliminerait une bonne fois pour toutes le fantasme. De se dire « Ok, concrètement, on en est où? Qu'est-ce qui se passe en France ?» Mais des anecdotes comme ça, alors heureusement, là on en rigole, parce que vraiment, encore une fois, c'était pas fait pour blesser. Je crois même ne pas avoir, moi, ressenti ou entendu quelque chose de raciste dans mon métier depuis que je le travaille. Franchement, non. Tu as bien de la chance. Bon, je ne parlerai pas de mes histoires. Allez, vas-y, continue. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Non, mais c'est vrai que tu as raison. Après, il y a certaines choses où on te dit mais tu viens d'où, etc. Bon, c'est pas grave. Maintenant, je sais renvoyer la balle. Mais toi, tu viens d'où? Parce que tu es blond, mais il n'y a pas que des blonds en France. Enfin, bref. C'est facile de le faire. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on a tous vécu ça. Malheureusement, c'est encore le cas. Et j'espère que ce sera de moins en moins. Et je pense que ce sera de moins en moins parce que la société française avance tellement vite. La publicité française avance tellement lentement qu'à un moment donné, la société française sera la locomotive de la publicité française. J'en suis sûr. Merci Olivier. Sandra? Alors, moi j'ai cherché un peu parce qu'après c'est vrai que, comme disait Sonia, on ne fait plus attention. Moi, par exemple, on fait régulièrement des soirées. T'as vu, t'es la seule noire. Ah ouais, j'avais pas vu. C'est un peu le genre de réflexion où je me dis ah ouais, c'est pas quelque chose dont je fais attention. J'ai eu aussi un client, alors c'était drôle, c'était à mes tout débuts, un client asiatique à Doménil qui m'a dit « Tu es la première commerciale noire que j'ai, alors oui, je vais te prendre de la pub. » Alors là, c'était le Graal. Là, ça m'a fait... Ça peut générer des revenus supplémentaires. Voilà, exactement. Et en fait, aussi, l'avantage, c'est que moi, sur ce marché, il y a plein de monde qui me connaît. J'ai rencontré beaucoup de monde. Je ne me rappelle pas de tout le monde. Par contre, les gens se rappellent de moi. Parce qu'en fait, parce que ouais, j'étais une des rares commerciales dans la pub à écumer le terrain. Et donc, du coup, les gens disent « Oui, Sandra, tu te rappelles, on s'est rencontrés en 2001 ». Donc, voilà, moi, je pense que voilà, c'est trop drôle. Les gens, ils vous connaissent, mais en fait... donc, du coup, voilà, c'est un handicap qu'on peut transformer en
en avantage. Faire du judo, quoi. Voilà, exactement, retourner les situations. Et après, je pense que pour parler de minorité, je pense que quand on est femme, moi je cumule un peu et je pense que j'ai plus senti sur le côté femme que sur le côté noir, en réalité. Ok. Merci Sandra. Merci, moi je ne suis pas surprise. Ouais, Isabelle. Parce qu'en fait, moi je cumule. Je suis femme, je suis maman, je suis handicapée et j'ai 3 grands-parents sur 4 qui ne sont pas nés français, qui le sont devenus. Ça ne se voit pas du tout. En fait, moi je viens d'un sujet qui ne se voit pas. Sur le handicap, j'ai eu des remarques de temps en temps, mais vraiment, qui m'ont énormément blessée parce que j'ai un handicap qui ne se voit pas et du coup, auquel les gens ne font pas attention. Concrètement, j'ai un œil en moins, ça me rend extrêmement maladroite et donc de temps en temps, je me comporte comme Pierre Richard. Et je n'osais pas en parler aux gens qui me pensaient maladroite et ça me blessait beaucoup. Maintenant, j'en parle, je le dis, ça me facilite énormément les choses, énormément la vie et du coup, ça ne devient plus du tout un sujet. Alors justement, le sujet est très important, le sujet de la diversité au niveau des entreprises. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui signent des chartes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais on voit que même si elles sont favorables à cette diversité, au niveau des dirigeants, dans leur comportement, au niveau de managers, au niveau même de collaborateurs, rien ne change. Pourquoi selon vous, et vous avez le droit de ne pas être d'accord? Olivier. Moi, je pense que la première cause, c'est la méconnaissance. Je crois que c'est toi, je ne sais plus qui en parlait. Méconnaissance, ignorance, et tout simplement, tu n'y penses pas. Je pense que quand tu es issu des mêmes écoles, ayant grandi et vécu à peu près dans la même région, ou en tout cas des régions qui se ressemblent, en termes de social, j'entends. Lorsque tu arrives en agence, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et que tu continues à voir ces mêmes personnes, je pense que c'est facile d'avoir une évolution qui soit similaire un peu à tout le monde et du coup d'avoir les mêmes réflexes. Donc pourquoi finalement je vais engager ou prendre quelqu'un qui ne me ressemble pas, parce que autour de moi c'est que des gens qui me ressemblent. Ça me paraît logique. Il y a un tout petit problème, c'est parfois dans les agences, encore une fois quelles qu'elles soient, moi j'invite à prendre le métro. Et juste de voir un petit peu que, ah bah non, il y a des gens différents qui ne me ressemblent pas. Donc, comme on est censé parler à ces gens-là, soyons au moins comme eux. Parce la ligne 3 n'est pas représentative de la non. population française. Non, exactement. Non, mais c'est assez étrange parce qu'on se dit... mais côté ouest, j'entends. Tout à fait. C'est assez étrange parce qu'on nous demande à chaque fois aujourd'hui, on parle de communauté. On parle de communauté, tiens, il faut animer la communauté de la marque, etc. Mais ta communauté existait déjà. Tu t'es jamais penché vers elle, tu t'es jamais tourné. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de belles histoires à raconter des marques vers les consommateurs, vers les Français. Énormément. On a tous une relation particulière et parfois même en communauté. Moi, je suis antillais, une culture afro-antillaise. Et si je parle de bouffe, le cube de or, le cube de volaille, à part dans le café, on en met partout. Et comment se fait-il qu'on ne soit jamais penché vers cette cuisine? Parce qu'on pense que tu mets du piment. Peut-être. Peut-être. Mais donc, du coup, comme je n'y pense pas, moi qui suis en agence de pub et je suis blanc et qui ai vécu dans un certain environnement, je ne pense pas à ça. C'est normal, c'est de l'ignorance. Donc, si j'avais quelqu'un à côté de moi qui représentait quelque chose d'autre, une autre culture, peut-être que cette personne-là pourrait dire tu sais, nous, le cube, on en met partout. Ah bon? On peut peut-être s'intéresser à ça. Et générer des ventes supplémentaires. Exactement, exactement. Sonia. Et après, ce sera à toi, Sandra, et ensuite, on aura ta vision RH. Non, je pense que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ça répond en partie à cette question-là, le problème de la représentation dans les boîtes. Et on aimerait que ça soit naturel, ça ne l'est pas. Je pense que ça va être un processus long, mais qu'on va y arriver. Et encore une fois, moi, mon grand cheval de bataille, c'est l'éducation et la place de l'éducation. Je pense qu'une fois qu'on aura pris le problème à la source et qu'on aura traité cette problématique-là, cet enjeu-là de l'accès à l'éducation, naturellement, il va y avoir un cercle vertueux et on va de plus en plus avoir accès à des postes intéressants, à des hautes fonctions. Et j'espère en tout cas que ça va se faire naturellement. Ou créer ces jobs. Enfin bref. Exactement. Ça, c'est une bonne solution. Pour les plus courageux, exactement. Sandra. Moi, je suis convaincue que
de ce que disait Olivier sur l'ignorance. C'est pas de la mauvaise volonté ou de la malveillance, c'est vraiment pas ça. Surtout qu'en France, en fait, je pense que c'est pas un sujet en réalité pour les gens, contrairement aux États-Unis où on est beaucoup plus dans les segments. La segmentation, donc où là ils ont, voilà, du coup ils ont mis en place des systèmes de discrimination positive, etc. Nous en France, on dit pas ah ouais, t'as plus de chances d'arriver à ce poste-là parce que t'es noir ou parce que t'es une femme. J'ai rarement entendu ça en fait. Mais par contre, l'inverse est vrai. T'as moins de chance parce que tu es une femme ou parce que en tu réalité, es noire. oui. En réalité, oui, t'as moins de chance, c'est vrai. Où tu travailles. Je me dis moi que j'ai travaillé plus en fait pour arriver où j'en suis. Et le fameux mythe, il faut travailler 2 voire 3 fois plus quand on est une femme ou quand on est différent, tu le confirmes? Oui. D'accord. C'est ce que disait Françoise Giroud, hein, qu'on aurait une vraie égalité le jour où une femme incompétente serait nommée à une haute fonction. Hein. C'est ça qui fera peut-être bouger les lignes. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense que les choses changent, en fait, fondamentalement. Quand tu regardes, alors effectivement, c'est sur le genre que je vais m'exprimer, parce que là-dessus, il y a des stats, alors que sur le côté ethnique, social et culturel, il y en a très peu ou pas. Sur le genre, ça a énormément progressé sur la dernière décennie. La loi Copé-Zimmermann, elle date de 2011. En 2010, avant la loi, il y avait 17% de femmes qui étaient membres d'un conseil d'administration, donc qui pouvaient accéder à la gouvernance d'une entreprise. Aujourd'hui, il y en a 36%. Donc les lignes, elles bougent. Vous avez 2 femmes qui sont patronnes du CAC 40. 2. Alors ok, 2 sur 40, c'est pas beaucoup, mais c'était 0 il y a quelques années. Donc ça sera long, c'est compliqué, mais il y a une prise de conscience qui fait que le premier pas a été fait, donc je suis convaincue que ça va bouger. Alors, je vais quand même reprendre un point qu'a évoqué Sandra, c'est que dans le cadre de la diversité pour les minorités visibles, c'est plus compliqué quand on est un homme. Et justement, qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là? Parce qu'effectivement, un homme peut faire peur, comme tu le disais tout à l'heure, et on n'a pas l'impression que quand on est une minorité visible et qu'on est un homme, que dans les entreprises, on puisse avoir accès à des postes de gouvernance, parce que là, il n'y a pas de quota. Je crois qu'il y a un effet aussi en plus de tu coches toutes les cases. C'est-à-dire que si on va prendre quelqu'un de différent, si ça pouvait être une femme, une minorité visible, une handicapée, et avec une génération différente, ce serait parfait. Voilà. C'est vrai qu'il y a un côté, on le voit dans les gouvernements, hein, c'est qu'en général, la personne de la minorité visible qui fait partie d'un gouvernement, c'est toujours une nana. Donc il y a effectivement ce biais-là qui, je pense, est net et probablement inconscient. Et effectivement, ça passe par l'éducation. Je ne sais pas s'il faut des quotas ou pas. Ouais. Alors, on va être positif. Quel est l'impact de la diversité dans le bon fonctionnement de l'entreprise? Et je te laisse la parole, Isabelle, sur ce sujet-là, parce que je crois que tu as un certain nombre de chiffres qui sont assez intéressants. C'est un impact en termes de croissance et de création de valeur. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ce pays, ce dont on a besoin, c'est de création de valeur et de croissance. France Stratégie a établi un rapport, en fait, qui démontre que des entreprises qui sont plus diverses dans leur recrutement, qui sont plus diverses dans la façon de piloter les équipes, vont avoir une meilleure performance. D'une manière plus générale, si on va vers une équité des salaires, on arrive à créer 0,35 points de PIB en plus par an. Sur 20 ans, ça représente 150 milliards, ça représente 7 points de PIB. C'est absolument colossal. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à déminer des problèmes qui sont réels et qui existent. Tu parlais de Saint-Ouen tout à l'heure. Concrètement, quand on est issu de ce qu'on appelle les territoires, donc en clair la banlieue, on a 2,5 fois de chance d'être reçu en entretien d'embauche et on a un taux de chômage qui est 3 fois plus élevé. Quand on parle de l'égalité salariale, il y a une loi qui existe en France sur l'égalité salariale. Je ne sais pas si vous savez de quand elle date de 1972. Et on constate encore 24% d'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Donc il y a un vrai boulot, à faire. Et ce boulot-là, il peut générer 7 points de PIB, 150 milliards. Donc il faut y aller. Alors ça, c'était la vision macro. On va voir la vision opérationnelle dans la vie de l'entreprise. Sonia, toi, dans le bon fonctionnement d'une entreprise, quel est le ressenti que tu as quand tu es dans une entreprise où il y a de la diversité? C'est le cas chez Gamned? Oui, bien sûr, c'est tout à fait le cas chez Gamned. Et j'ai jamais connu d'entreprise où il y avait vraiment un décalage énorme entre justement cet établissement des quotas. Donc pour moi, en fait, je pense qu'il est vraiment grand temps qu'on considère la différence comme une richesse et qu'on en joue un maximum parce qu'il y a énormément à en tirer et les chiffres le prouvent bien. Donc moi, j'ai pas d'expérience négative de ce côté-là et je suis convaincue qu'il faut qu'on voit les choses de manière beaucoup plus positive. Sandra, tu as fait part de tes expériences en entreprise et je te laisserai la parole pour terminer sur ce thème-là tout à l'heure, Olivier. Quel est, d'après toi, l'impact de la diversité dans le bon fonctionnement d'une entreprise? Pour moi, c'est
La diversité, c'est la créativité, c'est la richesse dans les échanges, dans les idées. Sans ça, en fait, on s'enferme dans un entre-soi. Déjà, moi, je peux dire aujourd'hui, je suis une Parisienne. Donc moi j'ai ma vision hyper parisienne des choses. Quand faut passer le périph', c'est l'horreur. Et puis donc du coup on se met pas dans une situation d'ouverture. Donc si on reste entre soi, en fait, je pense qu'on va étouffer toute cette créativité. Et on a besoin de. Moi j'adore parce que je travaille avec des générations différentes, qui me challengent sur des choses et qui me font voir les choses différemment. Donc c'est aussi bien dans la diversité de l'âge, la diversité de sexe, la diversité de milieu social, qui est hyper importante. En fait, l'idéal, c'est ça, c'est d'avoir une diversité vraiment de partout. Et quand on dit minorité visible, quelqu'un qui est asiatique, noir ou des pays du Maghreb, c'est pas les mêmes, hein, c'est pas les mêmes diversités. Et donc, l'idéal, ça serait vraiment d'avoir l'équilibre entre toutes ces composantes de la société française. Voilà. Olivier, merci Sandra. Moi, je pense, je suis d'accord, hein, vraiment, à mon avis, on a un consensus. D'ailleurs, je pense qu'on devrait élire un gouvernement ici. On serait assez efficace et je pense qu'on pourrait proposer des choses concrètes. Moi, je pense que c'est déjà une source, effectivement, alors tu le confirmes, de business. Moi, pour ma part, je suis créatif, c'est une source de créativité. Je donne un exemple. Je saoule mes enfants avec ça depuis maintenant 2-3 ans. Mais ça a commencé par Justin Bieber, par Major Lazer, etc. C'est quoi? C'est des rythmes afro-caribéens. Ok, VG Dream, on a gagné, ramené la coupe à la maison, c'est du Dombolo. Rythme africain. Personne s'est dit, ah, ça ne marchera pas. Non, ça marche. Ça s'est dit pendant très longtemps, hein, dans les maisons de disques. Certainement. Mais le fait est... Merci Internet. C'est vrai. Mais le fait est, c'est que ça marche. Plateforme ouverte. À chaque fois, je t'interromps pour dire que c'est l'ouverture technologique qui a permis cette ouverture psychologique. Ouais. D'accord. Voilà. Ok, pas de problème. Non, parce que vraiment, moi j'insiste, ça marche. Ça marche, alors évidemment au niveau du revenu, mais ça marche en termes de créativité. Je pense qu'il y a encore 15 ans, est-ce que réellement on aurait pu avoir des choses aussi diverses et variées que des artistes comme Orelsan, comme des artistes comme Thomas Gijol, etc. C'est les gens qui sont venus. Bon, ils sont un peu les premiers, un peu les pionniers, ils ont poussé la porte. Mais aujourd'hui, ce mélange-là est source de créativité, réellement. Il manque plus aujourd'hui qu'à la publicité de se dire on arrête de reproduire les mêmes schémas et de se dire là, il y a une source de fric et de créativité. Et j'en suis persuadé. Et je pense que le meilleur exemple, c'est lorsqu'on mélange des plats culinaires et qu'on se rend compte que bah, tiens, c'est vachement bien. Alors, je dirais pas le couscous sport, hein, non plus. Mais pourquoi pas finalement? C'est pas mal ça, t'es pourquoi créatif. Pas ouais, je suis créatif. Mais pourquoi se refuser quelque chose? Tout est possible. Merci Olivier. Juste pour terminer, notre dernière question, c'est que j'ai fait une observation, et peut-être que j'ai tort, hein, mais j'ai l'impression que plus il y a un niveau de technicité dans un métier, plus la diversité est là, et que plus il y a, entre guillemets, un positionnement de pouvoir politique, et moins la diversité est là. D'où ma question qui vient. Comment promouvoir l'équité dans l'évolution des collaborateurs et l'accès aux fonctions dirigeantes pour ceux qui sortent du moule? Je te la pose Isabelle, et puis si vous avez un avis, je le prends également. Déjà, je vais rebondir sur ton introduction de la question. Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que plus le métier est technique, souvent plus il est en tension. Et donc plus il est en tension, plus c'est facile dans une démarche de recrutement d'amener des candidats issus de la diversité. Ça passera mieux, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là. Alors que moins le métier est en tension et plus on va avoir tendance à prendre des clones qui se ressemblent tous. Moi, je pense que ça part du haut. Je pense que ça part de la gouvernance de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut avoir une gouvernance qui soit extrêmement sensibilisée et représentative des sujets de diversité pour que ça marche. McKinsey a sorti une étude en 2015, je crois, sur 350 boîtes partout dans le monde. Et en fait, ils ont démontré que quand il y avait plus d'équité entre les hommes et les femmes au sein du conseil d'administration et de la gouvernance de l'entreprise a surperformé de 15%. Et quand il y avait plus de diversité sociale et culturelle, on va dire, elle surperformait de 35% par rapport à la moyenne de son pays. Donc ça crée de la valeur, il y a vraiment des chiffres qui le montrent. Et ça part du haut, ça part des chefs, ça part de l'attitude qu'on va avoir quand on promeut quelqu'un ou quand on le recrute. Sonia, ton avis sur l'évolution des collaborateurs en fonction aux fonctions dirigeantes, quelles sont tes observations? Même si tu es très jeune, tu es la plus jeune parmi nous, mais peut-être que tu as un avis, puisque ton objectif
je le suppose, c'est de pouvoir gouverner ou en tout cas diriger une entreprise, peut-être la tienne, mais peut-être une qui ne t'appartient pas. J'espère. Je pense qu'il y a une grande partie de ce problème qui est liée à la reproduction des élites et à la reproduction sociale de manière générale, et qu'encore une fois, il y a beaucoup de redites, parce qu'en fin de compte, on tourne toujours un peu autour du pot, et la chose qui est à se dire, c'est que c'est un processus qui est long, et on est tous assez d'accord là-dessus, c'est qu'on voit des changements, on voit des évolutions, donc c'est positif, c'est juste que c'est un processus long, et qu'il faut qu'on se rappelle qu'en fin de compte, les vagues d'immigration, elles sont quand même relativement récentes, et que certes, il faut des mesures pour rééquilibrer la balance, et justement donner leur place aux gens issus de la diversité, mais que ça va se faire. Merci, Sonia. Sandra? Moi, je pense que, comme Isabelle, que ça vient de la tête. De toute façon, si le sujet n'est pas porté par la direction générale, le sujet, il émergera jamais parce que on a beau avoir des initiatives dans son coin en tant que manager, c'est un petit coup d'épée dans l'eau. Alors que si derrière, on a des dirigeants qui s'investissent, qui montrent que l'une des valeurs, en tout cas de l'entreprise, c'est la diversité, ça va aider en fait à faire tous ceux qui vont adhérer en fait à cette politique vont chacun apporter leur pierre à l'édifice, et ça c'est hyper important. Et puis, parce que moi j'aime bien toujours le côté dualité, c'est-à-dire il y a aussi toutes ces minorités, il faut qu'on les amène à se transformer. Et je pense que les accompagner en termes RH, de dire, voilà, aujourd'hui il y a des postes de direction, comment vous faites pour y accéder? Parce que derrière, des gens qui sont issus de différents milieux ne savent pas forcément les codes, savent pas, voilà, ils sont un peu bloqués en fait, parce qu'ils ne savent pas trop comment faire. Et je pense qu'ils ont besoin d'accompagnement. Donc je pense que ça vient et du haut et aussi de l'accompagnement des personnes. Ouais, voilà, du mentoring, exactement. Merci Sandra. La parole de conclusion sera pour toi, Olivier. Alors, j'aurais aimé faire un happy end. Je suis un dirigeant, exactement. J'aurais aimé faire un happy end. Là, pour le coup, je mettrais peut-être un petit bémol par rapport à ce que vous venez de dire. Je ne sais pas si ça évoluera aussi rapidement que ça, dans le sens où je parle des postes à direction, des dirigeants dans la publicité et la communication en général. Pourquoi? Un truc tout bête, faut accepter de partager le gâteau. Je connais peu de personnes, quelle que soit sa couleur de peau, qui acceptent de se dire « bah tiens, je me suis bien gavé, à toi, je te laisse la place ». Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça va être aussi simple que ça. Ça veut dire qu'on va revenir à ce que tu disais tout à l'heure, qu'il va falloir prouver un talent, dont il va falloir travailler 2 fois plus pour prouver que non, je peux y être. Maintenant, il va falloir certainement pousser et jouer les épaules, jouer les coudes pour pouvoir faire une place. Je ne crois pas que ça se passe... on va dire, dans la bienveillance et la bonne humeur en disant bah, « tiens, viens, je te nomme directeur général ». J'y crois pas une seule seconde. De la même façon que c'est regrettable, c'est même pire, on va dire, qu'aujourd'hui, on va dire « attends, je laisse ma place, je vais nommer un board uniquement féminin ». J'y crois pas non plus. Donc ça veut dire quoi? Une fois qu'on a dit ça, on va quand même faire un happy end, que derrière nous, il y a des générations de gens pour qui c'est plus un problème. Et pour qui c'est même plus un sujet en fait. Peut-être qu'ils vont nous regarder cette vidéo en se disant mais de quoi il parle, c'est un truc des années 80. Et tant mieux, parce que ça voudra dire que quelque chose a fonctionné. Je prends un exemple qui va être parlant pour tout le monde. En 98, j'étais sur les Champs-Élysées, on était champion du monde. J'ai vu plein de drapeaux. Mais plein de drapeaux, des drapeaux français, des drapeaux algériens, des drapeaux marocains, camerounais, sénégalais, etc. Là, j'étais en 2018 sur les champs. On était ensemble sur les champs. Je n'ai pas vu autre chose qu'un drapeau français. Vraiment. C'est un signe. Et c'est vrai que lorsqu'on regardait même les images de la garden party de l'Élysée, les enfants, très divers, avaient tous des drapeaux français. Des drapeaux français. Donc, ça veut dire que ça a changé. Et je pense vraiment que ça a changé. Et donc, cette génération-là, au bout d'un moment, se posera plus la question. Et se diront, tiens, est-ce que tu es compétent? Viens, prends la place de direction. Les gens d'aujourd'hui, ceux qui sont encore en poste, je n'y crois pas, personnellement. Merci monsieur, merci mesdames. Juste un message pour le marché publicitaire. Fais-nous une place. Ainsi s'achève ce débat autour de la diversité dans le secteur de la publicité programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. La situation s'améliore, mais des progrès restent à faire. Les préjugés inconscients de la part des acteurs publicitaires sont encore très présents.
Contrairement aux postes opérationnels, les postes de gouvernance au sein des entités publicitaires n'ont pas encore fait leur mue en termes de diversité. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à SmileWanted et Gamnet pour leur soutien, sans oublier nos partenaires médias, AdTechNews et Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.